Docteur Eddy Guipier, oui. Comment réagissez vous? Vous faites partie des optimistes, des pessimistes? Bon, je ne suis pas très optimiste, on va le dire. Hein. Quelque part, je pense que les Ivoiriens vont peut-être dans quelques mois rentrer dans l'ensemble des comportements qu'ils observent à la veille des joutes électorales, entre doutes, résignation, désaffection pour les élections et d'autres comportements, c'est-à-dire à accumuler des provisions, être sensible ou sujet à une propagation des fausses rumeurs, fake news, etc. etc. Je pense que ces élections-là sont intéressantes. La gageure, justement, pour ce qui concerne ces élections-là, ce serait quand même que tout, ou du moins l'ensemble des grands leaders puissent se présenter. Je pense qu'on avait eu cette exception, malheureusement, en 2010, qui s'est terminée dans les conditions qu'on sait. Mais je pense que la force des grandes nations, c'est justement de pouvoir faire la part des choses, ou du moins de pouvoir solder ce passif historique-là en présentant ces élections-là sous de bon augure, ce qui n'est pas forcément le cas. Effectivement, si on doit revenir, par exemple, sur la liste électorale, 400 000 personnes, c'est quand même timide. Ça fait 10% des personnes attendues. Et de quelle liste électorale on parle? Puisqu'effectivement, la question de l'audit revient à chaque fois. Nous avons quand même des choses qui devraient attirer l'attention de l'instance fêtière qui organise les élections avec beaucoup plus de courage, de sérieux, d'abnégation. C'est-à-dire, nous avons plus de 7000 personnes qui ont la même mère. C'est quand même superfétatoire. Cette personne aurait fait plus de 400 enfants en une seule année. En 1982, effectivement, ce sont des chiffres. Vous avez des records Guinness aussi, vous avez des personnes qui s'appellent nom de famille, vous avez des personnes dont, comment dirais-je, qui sont affublées des personnes, je veux dire des hommes, qui sont affublés de noms d'épouses. Il y a beaucoup de scories, il y a beaucoup d'incohérences, il y a beaucoup d'incongruités qui, en tout cas, en l'espace de 11 mois, peuvent être revisitées par la CEI, avec un budget de plus de 34 milliards. Je pense que la CEI est apte, n'est-ce pas, à ausculter, à auditer profondément cette liste électorale. Et puis effectivement, j'y reviens souvent à la question de la désaffection, qu'on appelle aussi également en sciences politiques la question de l'évitement même du politique. Quand vous posez la question aux jeunes, effectivement, ça ne les intéresse pas. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça ne les intéresse pas? Effectivement, d'aucuns ont l'impression que les dés sont déjà pipés, que telle tendance va l'emporter facilement sur l'autre, etc. D'aucuns aussi voient les élections comme source de violence, en ont peur, donc ils n'ont pas envie de s'en mêler. Vous imaginez, nous autres qui sommes familiers des jeunes parce que nous sommes à l'université, vous ne voyez pas réellement d'engouement pour ces derniers-là. Vis-à-vis de ce processus électoral. L'année dernière même, on avait, grâce à un collègue, on avait appelé certains à aller s'engager parce que aller se faire enregistrer, aller se faire recenser, donc être sur la liste électorale, c'est déjà avoir le choix même de ne pas voter. Absolument. Voilà, parce que ne pas être sur la liste électorale, c'est même pas avoir d'identité citoyenne quelque part. Mais avoir cette possibilité de s'inscrire sur la liste électorale, c'est la possibilité de se dire, bon, ce jour arrive, je n'y vais pas. Et puis, effectivement, encore une fois, pour sortir, la question de, comment dirais-je, de l'ensemble des candidats, des grands candidats en particulier qui doivent se présenter. Effectivement, l'ancien président Laurent Gbagbo a déjà annoncé les couleurs pour sa candidature. On entend un peu des murmures concernant une convention du PDCI qui se prépare, même si on a quelques sons, enfin pas forcément discordants, mais quelques bisbilles. Et puis le chef de l'État actuel, dont l'hypothèse même de la candidature ne suscite plus d'acrimonie. Voilà. Ne suscite plus l'acrimonie. En 2020, vous avez vu que ça avait cristallisé. Le chef d'État avait convoqué, bon gré mal gré, des questions de force majeure qui n'étaient pas forcément réunies, mais dans tous les cas qu'il avait évoquées. Mais aujourd'hui, force est de constater que l'hypothèse de sa candidature ne se pose pas. En attendant, on va dire quelque part, c'est le grand silence de sa part, mais c'est une constante en même temps des présidents en poste d'annoncer la candidature en dernier. Donc, pour moi, on peut mieux faire. Et même, je plaide, excusez-moi d'être un peu long, je plaide même pour un test électoral. Qui dirait quoi? C'est-à-dire que, qu'un mois, par exemple, avant les élections, on pourrait, au lieu du jour J, des élections, de constater que les tablettes ne marchent pas, qu'il y a des problèmes de réseau, qu'il y a des problèmes d'encre, etc., on pourrait organiser, sur un échantillon largement représentatif dans quelques localités clés, un test électoral de vote pour voir comment les choses marchent pour éviter les bévues et
l'acrimonie avec peut-être un contentieux électoral, puisque nous avons 3 périodes. Nous avons la période préélectorale, que nous n'avons pas encore abordée, c'est clair. Nous avons la période électorale stricto sensu, et nous avons la période post-électorale qui, en Côte d'Ivoire, on le sait, est source de crise, de conflits et de tensions. Très bien, docteur, Ali, on est obligé d'intervenir. Bien vous, monsieur, s'il vous plaît. Docteur Guipier, vous voulez réagir, allez-y. Bon, effectivement, je pense qu'on s'éloigne un peu des questions électorales en mobilisant tout ce qui est argument. Bon, le sujet, c'est la présidentielle. On avait entendu une question intéressante. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais ça, c'est mon rôle, professeur Banda. D'un auditeur qui nous avait posé la question de savoir si Mme Gbagbo avait été libérée par le biais d'une loi d'amnistie. Effectivement, il y a une sorte de hiatus qu'il faut regarder. Je parle sous le contrôle peut-être des membres qui sont sur le plateau et également des auditeurs, ou du moins des téléspectateurs qui, après, recroquent l'émission par plusieurs biais sur TikTok, etc. Bien sûr. On se rend compte qu'après, l'émission, elle va au-delà même de ce qu'on pense. Effectivement, c'est la loi d'amnistie et le droit de grâce, qu'on appelle le fait du prince, du président de la République, qui conduit justement à l'élargissement, à la libération d'un détenu, etc. Mais dans les effets, les deux ne sont pas les mêmes, puisque la loi d'amnistie va effacer justement tout le, comment dirais-je, le passif de crimes présumés commis, alors que ce n'est pas le cas, par exemple, pour le droit de grâce. Alors, effectivement, pour ce qui concerne Mme Gbagbo, je me rappelle très bien, c'était en août 2018, que j'avais entendu parler de quelque chose dont je n'ai jamais entendu parler, qui est une ordonnance d'amnistie. Voilà, c'est-à-dire que l'initiative, cette fois-ci, incombe au président de la République en lieu et place d'une loi, ou effectivement pour le projet d'une loi. L'initiative peut incomber au président de la République concurremment au Parlement, mais c'est différent. Je veux dire, une ordonnance, comment dirais-je, il faut qu'elle soit prescrite par une loi d'habilitation, etc., etc., ce qui n'avait pas été suivi. Donc, effectivement, ce que le téléspectateur nous pose, c'est une question de droit qui est très intéressante en l'espèce. Mais vous remarquez qu'effectivement, pour ce qui nous concerne, la CEI en particulier, ou le processus électoral, vous remarquez déjà les clivages de la société sur ce plateau. D'une part, ceux qui sont extrêmement satisfaits et ceux qui sont très critiques. Je pense quelque part, il y a une crise des élections. Il y a même une crise de la CEI. Je parle sous le contrôle de M. Augustin Couillot. Lorsque le Front populaire ivoirien, qui à partir de 1988 faisait la promotion d'une CEA, commission électorale autonome. C'est le PDCI qui s'y opposait. Le PDCI s'y opposait à l'époque. Chérif fait pas ça. Et c'est un, comment dirais-je, c'est un mécanisme américain d'organisation des élections. À l'époque, effectivement, c'était le ministère de l'Intérieur. Même en France, effectivement, c'est ce que le PDCI disait, on nous opposait le fait qu'en France, ce soit le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Et le FPI de l'époque faisait la promotion de ce modèle américain. Vous avez un pays, bon, le Venezuela pour ne pas le citer, où la commission électorale fait partie d'un des 5 pouvoirs et non pas 3. 5 pouvoirs constitutionnels. Donc, effectivement, cette CEI-là a une pression, pour moi, a une pression monstre sur le dos. On ne peut pas balayer du revers de la main. Je milite aussi pour ne pas que l'audit soit international. Parce qu'il faudrait quand même que, effectivement, les 34 milliards soient justifiés. Ça, c'est un. Qu'on aille au-delà, n'est-ce pas, de la question de l'audit, même si, effectivement, Arthur renvoie la balle aux opposants avec leurs responsabilités. Vous ne faites pas de propositions, mais vous voulez que dans les effets, on puisse avoir une loi. Mais vous avez vous-même, de façon concurrente au président de la République, l'initiative des lois. Donc, effectivement, il faut débuter en attendant de se voir peut-être échouer. Mais on aura quand même le mérite d'essayer et on pourrait, comment dirais-je, communiquer là-dessus. Donc, effectivement, tous les Ivoiriens regardent avec un œil vraiment très critique la CEI. Les jeunes avec qui on parle, effectivement, ça ne les intéresse pas du tout. Et puis, vous conviendrez avec moi que quelque part, il y a eu des communiqués et des communiqués qui sont venus contredire, des communiqués contradictoires pour, comment dirais-je, contredire, comme je le disais tantôt, ce qui a été dit. On parlait de l'utilisation de l'extrait de naissance, après on n'en a plus entendu parler, etc. Après, les récriminations de l'opposition du PDCI en particulier. Toujours est-il que, pour ma part, on doit se comparer aux processus électoraux qui marchent. On a sorti le cas sénégalais, mais le cas sénégalais a été critique. C'est le ministère de l'Intérieur. Je suis d'accord, mais la CEI aussi a un rôle, la commission électorale a un rôle supervisé par le plusieurs organes au Sénégal. Non, je disais même qu'au Sénégal, même, ce n'est même pas vraiment le référent idéal, puisqu'on a vu la crise préélectorale. On a le Ghana qui est un modèle, même si effectivement, là-bas aussi, ça fourbit les armes. Le processus est un peu plus, comment dirais-je, rugueux qu'il était avant. On a le cas du Botswana. Hier, on a eu le président Massissi qui a annoncé sa défaite et qui a félicité l'opposant. Donc, il nous incombe justement, je vous ramène, avant de finir, à une image très belle pour laquelle nous tous avions été fiers. Je parle sous le contrôle d'Aristide.
En 2010, l'affrontement entre les présidents Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara de l'époque. Mais on était fiers, on s'en est gargarisé. Vous faites allusion au débat télévisé. Oui, le débat télévisé, merci beaucoup. Le débat de l'entre-deux tours. On n'avait jamais vu ça en Afrique. On avait des amis qui nous appelaient, etc., d'Afrique noire francophone, comme même d'Afrique du Maghreb, pour nous appeler, pour nous féliciter. Avec la catastrophe qui en est résultée, on ne se rappelle plus des efforts qu'on avait fait. Donc, pour ma part, je pense que nous sommes capables du meilleur et il faut vraiment mettre la commission fêtière, la CEI en particulier, au pied du mur pour qu'elle puisse justement aller au contact des Ivoiriens pour lever les équivoques et ce désamour vis-à-vis de la chose politique et du droit de vote en particulier. Les questions électorales, bon, ou bien la campagne a déjà commencé. Non, elle n'a pas encore commencé. Voilà. En train de... Voilà, légalement même, ce n'est pas le cas. Moi, effectivement, j'aimerais qu'on revienne, Arthur l'a dit, sur la possibilité justement d'avoir des élections apaisées. Peut-être même par le bas, les initiatives qui peuvent être prises. On se posait la question de la désaffection des jeunes. C'est une question fondamentale. Aristide en a parlé tout à l'heure. Intéresser les jeunes. Les jeunes s'intéressent à tout, sauf à la politique comme activité sociale, comme activité humaine. Pourquoi? La question mérite d'être posée. Pourquoi est-ce que malgré, comment dirais-je, quand vous allez dans les centres de, comment dirais-je, de recensement électoral, etc., il y a de la musique, mais ça n'attire personne. C'est un problème sociétal, en fait. J'ai beaucoup apprécié la question de la restructuration, de l'audit même de l'état civil, hein, qui est en amont, on va dire, comment dirais-je, de l'audit électoral. On en avait parlé. On doit intéresser les plus jeunes. Aujourd'hui, il y a cette désaffection-là. On ne fait plus confiance à X, Y, etc. Moi, je pense qu'on peut se poser légitimement la question. Et la plupart de nos partis politiques ont la plupart du temps des institutions de formation politique. Ce serait un contenu très intéressant d'intéresser, permettez-moi la redondance, d'intéresser ces jeunes-là à la politique. Mais écoutez, quand on entend tous ces clivages, on comprend pourquoi est-ce que les nouveaux majeurs ne s'intéressent pas à la politique, que leurs centres d'intérêt sont ailleurs. Pour moi, on a un vrai problème. Tous les ans, on n'a même pas la masse critique. Vous avez le Ghana qui a quoi? Peut-être maintenant 35 millions d'habitants. Nous avons 29-30 millions d'habitants. Vous avez le Sénégal. Ils ont plus d'électeurs que nous. Et on ne va pas être heureux en se disant non. Arthur, on ne peut pas mobiliser seulement la question du contentieux. On a eu le débat la semaine passée. Hein. Non, je n'ai pas suivi. On ne peut pas mobiliser seulement la question du contentieux pour résorber cette crise-là. Moi, je pense qu'il faut vraiment beaucoup de doigté. Je pense que l'autorité qui gère justement ce processus électoral a une responsabilité qui est historique. Et le test dont je vous ai parlé là, je pense qu'il est quand même intéressant à essayer. Pourquoi on se retrouve le jour J, comme toujours, à des tabelles qui ne fonctionnent pas? Je pense que c'est quand même... La Côte d'Ivoire mérite plus. Non, ça arrive, mais quand ce n'est pas anecdotique, on ne peut pas dire que ça arrive. Parce que quelle est la représentativité réelle? On se targue des 65% dans 2023. Mais quelle est la responsabilité réelle? Quelle est la représentativité réelle? Pour moi, en fait, il faut justement questionner à nouveau ce processus électoral-là. Il doit être inclusif. Pendant 20 ans, on nous a chanté un peu la question de l'inclusivité, avec un mantra, je ne sais pas si vous en souvenez pas, ouverte à tous, libre et transparente. Aujourd'hui, on a encore un hiatus où il y a des personnes qui ne peuvent pas se présenter. Cette question-là doit être abordée avec courage. Courage, que ce soit d'un point de vue politique ou juridique, les voies existent, la mémoire même existe. On se posait tous la question en tant que juriste, de savoir quelle est la place même d'une décision présidentielle dans la hiérarchie des normes. Est-ce que la décision présidentielle est supérieure à la Constitution à telle enseigne qu'il ne faille pas réviser la Constitution en prenant une décision pour pouvoir appliquer une décision de portée constitutionnelle? On a vu que ça a marché finalement. Malheureusement, effectivement, la suite a été un peu compliquée. Mais ce sont des actes qui doivent être pris pour redonner confiance aux électeurs et aux jeunes en particulier. Pour moi, c'est une honte globale qu'on soit encore à lutter à 200, 300 000 électeurs, alors que le processus aurait pu être beaucoup plus inclusif, se faire un peu de façon plus intéressante. J'aimerais justement, parce que ça fait plus d'une heure qu'on en parle, mais qu'on s'éloigne du sujet à chaque fois en nous ramenant aux questions macroéconomiques ou au bisbis en parti politique. C'est un acte citoyen. Comme je le disais tantôt, et c'est un collègue qui m'en parle. Il me dit... encourager les jeunes à aller s'inscrire sur la liste électorale, c'est leur donner le choix de refuser de participer aux élections. Et c'est fondamental.